Je te remercie d'avoir accepté la proposition pour interviewer sur le podcast Parlons de votre mental. Et écoute, je vais tout de suite te demander de te présenter. Alors, Sarah, effectivement, d'Alinde. Je viens de la Guadeloupe. J'étais sportif professionnel il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans et demi. J'étais escrimeuse, médaille olympique et double championne du monde. Aujourd'hui, je travaille dans la tech. Maintenant, depuis février, je suis à mon compte. Et puis voilà, engagé pour des causes, pour des jeunes, pour des femmes, dans le sport, dans la tech. Voilà. Bon, en tout cas, une vie d'après sportive bien remplie. Parce que qu'est-ce que t'inspire ton parcours professionnel, sportif? Les deux. Dans l'ensemble, professif. Je commence par le professionnel. Je dirais que on a la possibilité de rebondir, même si c'est pas toujours évident. Parce que tu vois, moi j'avais fait un master en management du marketing. Et en fait, je voulais bosser dans la data science, et je n'avais pas envie de reprendre 5 années d'études, oui. Et du coup, je pense qu'avec le sport aussi, on apprend à être résilient, persévérant, etc. Et j'ai pu mettre en place des choses que j'ai apprises dans le sport, en tout cas, pour me mettre des objectifs et apprendre assez rapidement et intégrer justement des startups de ce milieu-là. Donc oui, je pense qu'après le sport, on est capable de rebondir, de faire des choses qui nous intéressent et avoir plein de projets. Tu vois, moi j'ai des projets dans l'éducation et la tech, le sport et la tech, la jeunesse d'une manière générale. Donc je suis assez contente. Et sur le plan sportif, j'aurais aimé finir ma carrière différemment, parce que j'ai eu un accident de voiture 1 an et demi avant les Jeux de Rio. Enfin, puisque sur le coup, c'était plutôt ça. Et en fait, maintenant, là aujourd'hui, voilà, je suis bien dans ma vie. Il y a du sens, je me sens bien, et je suis contente, de mon parcours sportif, parce que quand même, je viens de la Guadeloupe. À plus de 8000 kilomètres de Paris. J'ai pratiqué un sport qui est un peu bourgeois quand même, faut le dire. Un sport où il y a, comme dans la société en général, il y a du racisme. Donc c'est pas simple. Voilà, j'ai dû quitter mon île natale pour aller à l'internat. Enfin vraiment, ça n'a pas été simple, et je peux être contente et fière de ce que j'ai fait du parcours, quoi, et de ce que je partage maintenant avec les plus jeunes, parce que c'est important pour moi, quoi. Du coup, tu dis que tu es fier. Avec le recul, de quoi es-tu le plus fier, le plus dans ton parcours sportif ou aujourd'hui professionnel? Si on parle de palmarès, il y a la médaille olympique, bien évidemment, les championnats du monde, les médailles mondiales et panaméricaines. Ça, c'est forcément le palmarès. Après, si on parle de la personne, enfin de la sportive, je dirais le fait d'être resté propre et humble. On peut facilement péter les plombs, ou quand on n'y arrive pas, prendre des solutions qui sont pas propres ou pas terribles. Donc être resté aussi très focus sur ce que j'ai à faire. Et puis là, dans le boulot, en fait là, j'ai quitté ma startup là en février, justement. Je bossais dans la data science avec le PSG, l'AS Monaco et d'autres. Sur des sujets Roland-Garros, des sujets super intéressants. Mais j'avais envie d'être à mon compte, et puis j'avais envie de projets qui aient plus de sens, justement, quand je te parlais de jeunes, d'éducation, des projets qui sont en train de monter. Et ça, c'était super important pour moi. Donc je suis fier de ça aujourd'hui, parce que tu vois, ce que je sais, ou quand j'échange avec des plus jeunes ou avec des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants qui partent en France ou aux États-Unis, qui quittent le cocon familial, en fait, fier de ça aussi, parce que finalement, j'échange, je partage, et ça apporte quelque chose à quelqu'un, tu vois, qui en a besoin, ou c'est important. Je vois d'être dans le partage aussi, quoi. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. En fait, pour moi, au final, il y a rien d'impossible. Moi, quand j'étais en Guadeloupe, toute jeune, j'adorais et j'adore encore la NBA. Donc, je regardais des Jordan, Scottie Pippen, des Isaiah Thomas, Iverson, et des André Agassi aussi, pas mal de sportifs, et surtout hommes. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais à 16 ans, j'ai vu Laura Flessel, qui vient de la Guadeloupe, elle aussi, qui a connu qui a une vie qui pas simple non plus, et qui est devenue la première championne olympique à l'épée d'armes. Et donc à 16 ans, en fait, je me suis projetée dans le monde en me disant, en fait, c'est possible. C'est pas parce que t'es à 8000 km de Paris, que c'est loin, que tu peux pas rentrer en équipe de France. C'est pas parce que t'es une femme et que t'es noire et que ci et que ça. En fait,
Donc à partir de là, pour moi, tout semble être possible. Et la grande chance que j'ai eue, c'est aussi d'avoir des parents présents et qui m'ont dit, ma mère qui m'a dit, il faut que tu travailles, ça va arriver. Et mon père qui nous a toujours ouvert les chakras, en disant, oui, qui que tu sois, sur qui tu tombes, quel que soit d'où tu viens, etc. Tout est possible et accessible. Après, on peut se vautrer, on peut ne pas réussir, mais si je parle de mon exemple, oui, je fais de 8000 kilomètres dans un milieu pas forcément favorisé et finalement, j'ai atteint quelques-uns de mes objectifs et du coup, je suis pleinement satisfaite. Donc, c'est en ça que je dis que oui, l'impossible est possible, mais au final, on finit par se rendre compte qu'il n'y a pas d'impossible, quoi. C'est ce que je veux dire. On a bien compris. En tout cas, souvent, en tout cas, c'est en se fixant des limites, souvent qu'on s'arrête à cette limite. Donc, forcément, l'idée, c'est de tout le temps repousser nos limites et aller vers le haut, quoi qu'il arrive. Et si on parlait un peu de ton mental? Oh. Alors, qu'est-ce que le mental pour toi? Alors, le mental, je ne saurais pas vraiment le décrire. Une chose est sûre, c'est que pour avoir été athlète pro et d'entendre, moi je suis beaucoup le sport, je suis beaucoup le foot, la Ligue 1, mais je suis aussi beaucoup la Premier League, la NBA, le basket, j'adore ça. Enfin, je regarde tous les soirs, je regarde les streamers, je regarde des athlètes français par français, et puis mes voisins, je les plains parce que moi je crie comme une folle dans mon salon, quoi. Maintenant avec le Covid, on est dans le salon. Et il y a un truc qui me rend dingue, c'est d'entendre des gens dire il a pas le mental, il a pas des journalistes ou des supporters, alors que très souvent ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est en fait et ça c'est quelque chose qui me dérange. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est aussi les mentalités. Mais le mental, je pense que c'est la chose qu'on construit, c'est la personne en fait, même c'est même pas une chose, c'est la personne qu'on construit intérieurement, qui nous apprend à être conscient en nous, faire confiance à notre sixième sens, notre instinct, à faire confiance aux gens qu'on sent ou qu'on sent pas, le moment, choisir le bon moment. On n'a pas forcément tous une force mentale de fou, mais par contre c'est quelque chose qui se travaille. On n'est pas surdoué, on a toutes ces prédispositions, pardon, le mot m'échappait, ou pas d'ailleurs, mais quoi qu'il arrive, que tu sois doué ou pas, tu es obligé de travailler au bout d'un moment. Et le mental, c'est quelque chose, c'est une personne, c'est vraiment une part de toi qui fait que tu travailles forcément. Et plus ça prend à te connaître, plus ça prend à gagner, si je puis dire, et plus tu deviens fort en fait. Et d'ailleurs, les défaites aussi te serviront d'ailleurs à mieux gagner par la suite. Du coup, pour toi, un bon mental, c'est quoi? Un bon mental, pour moi, c'est quelqu'un qui a un bon mental, c'est une personne qui est déjà saine, parce que on peut dire ce qu'on veut, il y a beaucoup de personnes qui voient des entre guillemets champions, des athlètes qui sont médaillés, qui sont forts, etc. à la télé, ça veut pas forcément dire. Tu vois, pour moi, un Louis, un Armstrong ou quelqu'un qui s'est dopé, pour moi, il a pas un bon mental, quoi. Ce gars-là, il s'est pas respecté, il a pas respecté les personnes qui le soutiennent, quoi. Et pour moi, ça passe déjà par ça, être sain d'esprit, propre, de corps, etc. Et un bon mental, c'est arriver à se faire plaisir, à se faire confiance. Qui te fait, c'est ça. Et puis grandir, en fait. À chaque fois que ce soit une défaite ou une victoire, tu prends une défaite, tu réfléchis à chaud ce qui n'a pas été, tu le notes, tu digères et tu reviens dessus un peu après, et en fait tu adaptes aussi, tu vois, ton apprentissage se fait aussi en fonction des défaites que tu vis, quoi. Donc c'est très ça, je pense. Un bon mental, c'est une personne saine, qui apprend au fur et à mesure et qui grandit intérieurement, qui se fait confiance. Alors toi, quand tu étais athlète, comment tu te préparais mentalement pour des grandes épreuves où tu devais aller être performante? J'ai très jeune, on a été entouré. Alors c'est délicat parce que avant l'équipe de France, j'étais à l'internat j'étais chez les juniors, pardon, en Guadeloupe. J'étais en sport études Guadeloupe, voilà. Et on avait un préparateur physique qui était très bon et très fort, et un préparateur mental. C'était les années 90. En France déjà on n'en parlait pas, en France métropolitaine pas trop, et en Guadeloupe, aux Antilles encore moins. C'est pendant des années les gens se cachaient ou n'en parlaient pas, ou il y avait toujours une espèce de malaise
ridicule autour de ce sujet parce que ben voilà, on a besoin le préparateur mental, c'est pas un gourou, c'est quelqu'un qui vous accompagne pour faire ressortir ce qui est en vous. Et donc oui, moi j'ai été accompagnée assez jeune, et ce qui m'a d'ailleurs permis d'être très performante très jeune. Après, c'est quelque chose que j'ai délaissé pendant pas mal d'années, et ça a été aussi des années très bien et ensuite moins bien. Et ouais, voilà, j'ai eu quand je suis arrivé en métropole, pareil, j'ai repris contact avec un préparateur en club. Et ce que je vois aujourd'hui à l'INSEP, c'est génial parce qu'il y a une vraie cellule de préparation mentale avec des coachs et qui vont dans toutes les fédérations, alors qu'il y a voilà, il y a 20 ans, il y a 10 ans, les gens entre guillemets se moquaient de toi, et maintenant on se rend compte que c'est un plus, c'est une force, quoi. Ça, c'est riche. Ouais, je dirais même que c'est indispensable pour pouvoir, en tout cas, mettre en lien tous les autres déterminants de la performance. Je pense que c'est important. Pour moi, c'est indispensable. Je suis pas sûr que ça soit indispensable pour tous. Il est pour moi, par contre, évident qu'à un moment donné, soit tu te plantes et tu arrives à ressortir. Enfin, tu vois, t'as une période de défaite, quoi, où t'es pas très bien. Ou soit t'as cette période de défaite qui est là et t'arrives pas à t'en sortir. Et dans ce cas-là, tu vas voir quelqu'un. Mais je sais pas si on a absolument, enfin, tu vois, je sais pas si c'est vraiment, obligatoire, je veux dire forcément un plus, mais si on y arrive et qu'on accepte surtout aussi de ces défaites et d'apprendre de ce qu'on fait, en étant honnête avec ça, on finit par s'en sortir. Pourquoi pas? Et ça, tu penses pas que c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler de l'éducation mentale, c'est-à-dire que ça s'apprend dès le plus jeune âge et que finalement, si on a eu cette éducation, peut-être que après sur le long terme, on a moins besoin finalement d'être accompagné mentalement parce qu'on a déjà un acquis. Je suis d'accord avec ça, mais ça, pour en arriver là, je pense que tu vois, là, ce serait pour moi le stade 2, si c'est pas le 3 d'ailleurs en France. Parce que pour ça, pour en arriver là, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit compréhensible de tous. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas avoir un psychologue ou que tu vas avoir un préparateur mental que tu as un problème, en fait, ou que tu es fou ou que j'en sais rien, comme beaucoup l'ont pensé ou peut-être encore d'autres le pensent. Je pense que pour en arriver à l'éducation, au niveau de l'éducation, je veux dire, préparation mentale à ce niveau-là, il faut déjà que ça soit au niveau de la société quelque chose de beaucoup plus acquis que ça. Mais j'y crois fermement en ce qui vient de dire, effectivement. Ouais. Ça serait grandiose d'ailleurs, parce que finalement, en fait, ce qu'on apprend, tu vois, moi j'ai appris des choses plus jeunes qui m'ont servi en tant qu'athlète plus tard, ensuite en tant qu'adulte, parce que j'ai appris dans mon sport, je le transfère dans mon boulot. Maintenant, je transfère un cumul de tout ça, et en plus j'ai pris de l'âge aussi, je transfère dans ma boîte personnelle, où aujourd'hui je suis à mon compte. Et tu vois, en fait, toutes ces choses qu'on apprend nous font grandir, tu vois. C'est une expérience de vie. Alors, imagine si dès plus jeune, on nous apprend à être aussi confiant en nous. Enfin, ce serait vraiment magnifique. Enfin, je veux dire, individuellement, mais surtout collectivement, quoi. Bah écoute, espérons que certains nous écouteront et mettront en place des programmes à l'école, peut-être. Qui sait. Est-ce que l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est primordial pour le mental? L'enthousiasme. Je pense que je sais pas si c'est vraiment primordial. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand t'as l'expression dit, le moral dans les chaussettes, les choses sont plus compliquées. Tu sens bien que là, il faut être persévérant, etc., etc. L'enthousiasme, ça peut que faire du bien, forcément. Ça ne peut que te booster. Après, est-ce que c'est fondamental? Je pense que tu as besoin d'être bien pour performer. Et par bien, j'entends être bien préparé physiquement et pour moi mentalement. Et j'entends pas forcément être en grande forme. C'est-à-dire que si tu as mangé quelque chose d'avarié la veille et que tu es malade physiquement le jour de ta compète, ça ne t'empêche pas de la gagner. C'est ce que j'entends par être bien. C'est vraiment être préparé. Après, si t'es heureux, si t'es bien, effectivement, si t'es enthousiaste, si enfin les choses se passent bien pour toi, tu vois, c'est du positif en fait. Ça ne peut que te faire monter encore plus. Donc ça sera pas négatif en tout cas, c'est sûr. Est-ce que c'est une des bases? Je sais pas. Mais en tout cas, la joie, le bonheur, l'enthousiasme, pardon, toutes ces choses positives en tout cas ne font que du bien au mental et du coup te permettent d'être encore plus performant. Est-ce que selon toi, pour être performant, il faut être connecté avec soi-même? En fait, je sais pas comment ça pourrait être autrement. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me demander, mais ouais, effectivement, moi, les périodes où c'était la misère au niveau résultat, où j'étais vraiment pas bonne, j'étais pas connectée avec moi-même. Bon, je faisais un peu n'importe quoi, ou des périodes de vie
difficile, hein, pas de deuil et autres. Je pense pas, en fait, comme beaucoup d'athlètes, alors je sais pas si on appelle ça un sixième sens, mais en tout cas, moi, j'ai développé cette aptitude à sentir un peu les gens, tu vois, les gens qui vont te couler, les gens qui vont être sympas ou les gens qui vont te faire une sale crasse, si je puis dire ça comme ça. On sent un peu les gens quand même à force. Et puis, ou apprendre, tu vois, avec le sport aussi, et puis l'escrime, c'est un sport qui se joue à quelques dixièmes de seconde, donc à prendre des décisions au bon moment et quelle décision prendre aussi, tu vois. Et je pense que en fait, si on n'est pas connecté avec soi-même, je pense que ça peut pas fonctionner. Moi, les fois où je ne l'ai pas, je ne l'ai pas été justement, des périodes de vie difficiles, pour moi, ça va pas fonctionner. Justement, le sport te permet de développer une méthode de sixième sens qui te permet de sentir un peu plus ces gens, quels qu'ils sont. Et puis encore une fois, tu vois, l'escrime, c'est un sport qui te joue à quelques dizaines de secondes. Et parfois, on a toujours besoin de prendre une décision parce qu'on tire avec un adversaire en face de nous. C'est un sport de combat quand même. Et ensuite, on a besoin de prendre une décision au bon moment. Si vous n'avez pas cet instinct, si vous n'êtes pas en connexion, votre énergie n'est pas présente. Enfin, l'instinct, il va pas être là, quoi. Il va pas, vous n'allez pas sortir la parade qu'il faut quand l'adversaire va venir. Si vous n'êtes pas, en vous-même, connecté, enfin, pour moi, ça peut pas fonctionner. Et ça, quel que soit le sport, je pense. Et oui, je pense que c'est important d'être connecté avec soi-même, en tout cas pour être performant et pouvoir sentir les choses, comme tu dis. Est-ce que ta confiance en toi, tu l'as acquise dès le plus jeune âge ou elle s'est construite avec le temps? Elle s'est construite avec le temps. Moi, quand j'ai commencé l'escrime, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé vers 4-5 ans. Et 4 ans, quand j'étais un peu plus jeune, enfin plus âgé, plus âgé, je veux dire 7-8 ans, on va pas s'emballer, mais j'étais assez mauvaise. J'avais vraiment de mauvais résultats. Et en fait, j'ai appris. J'avais aussi des frères qui faisaient de l'escrime, donc ça c'était bien. On a discuté un peu. Je comprenais pas trop encore ce que c'était la visualisation, mais avec le temps, j'ai compris ce que mon frère voulait me dire. Donc il y a des choses que j'ai appris petit à petit avec mes frères, aussi avec nos entraîneurs, et puis j'ai commencé à faire de meilleurs résultats. Tu vois, quand je te dis que j'étais pas bonne, j'étais vraiment pas bonne, hein. J'étais parmi les dernières, mais ça m'éclatait, c'est un truc qui m'éclatait. Et puis un jour, en discussion, on a essayé des trucs, et puis le déclic, bam, je crois que c'était mon premier podium où j'ai dû faire 2, où j'ai dû gagner. Je crois que j'avais gagné. Je vais avoir 8-9 ans. Et c'était ma première victoire qui m'avait marqué. Et en fait, avec le temps, on apprend pas mal de techniques. On apprend justement la visualisation, on apprend à se plonger quand on sait faire, à se parler intérieurement. Je pense que on évolue avec le temps. On évolue tous, on grandit. Donc si votre mental ou votre préparation mentale ou votre fort intérieur, vous le travaillez pas, c'est impossible de grandir avec vous. Et oui, tu me disais qu'avant de construire tes victoires, tu avais essuyé beaucoup d'échecs. Est-ce que selon toi, il faut se donner du coup le droit à l'erreur pour pouvoir atteindre des performances? Alors pour moi, cette question est totalement simple parce que dans le soir, l'escrime, il y avait un sur le podium. Le premier, le deuxième, le troisième. On est des centaines en compète. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus nombreux à ne pas être sur le podium que sur le podium. Donc oui, effectivement, inévitablement, en fait, on se vote, on peut se voter. Après, ça dépend aussi de ce qu'on fait de ces. Pour moi, c'est pas tant le fait de la défaite ou de l'échec. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait, quoi. Et est-ce que tu restes dessus, tu pleures dessus, tu n'apprends rien, tu refais la même chose, ou est-ce que t'apprends, tu grandis et puis il dit je me suis vautré et puis qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi je me sentais bien et pourtant ça n'a pas fonctionné. L'objectif maintenant les jeux c'est dans 3 mois. Ok, il faut que je change un peu comment dirais-je, la vision, peut-être pas la vision, l'axe en fait, il y a des choses à changer quoi, tout simplement. Mais oui, inévitablement, t'as des échecs. En plus, le sport, si je parle de sport, t'as aussi des blessures. Moi, j'ai été pendant un moment, j'ai eu beaucoup de blessures, mais aussi par choix, parce qu'en fait, j'ai été malade et puis on m'a recommandé, après ma tumeur, on m'a recommandé en tout cas d'arrêter la pratique sportive. Mais j'étais pas assez tué, mais on va dire opiniâtre. J'ai continué, donc effectivement, ça a pété un peu partout, mais oui, les blessures font aussi partie
de la vie de l'athlète, et on peut aussi par moments les voir comme des échecs ou des freins en fait, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, oui, sans tout ça, sans toutes ces choses en fait, t'avances pas. Et si tu passes ton temps à rester sur ces défaites, ben je pense il faut peut-être que tu penses à faire autre chose parce que ça marche pas en fait. Et oui. Tu disais tout à l'heure que l'escrime c'était un peu un sport bourgeois, que tu avais eu la chance du coup de pouvoir y accéder et que du coup qu'il y avait peu de noirs en fait qui accédaient à cette discipline. Alors si je trahis pas ton discours, est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres dans ce sport? Oui, mais en fait, alors je peux pas dire que j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, parce que je vis pas seul, je vis dans une société et que j'ai envie de faire j'essaie de mener des projets impactants, notamment pour la jeunesse par exemple. Mais il est sûr qu'à un moment donné, quand j'ai quitté la Guadeloupe et que je suis arrivé à Bordeaux, ça a été compliqué. Je n'étais pas entouré que de mes copines, d'ailleurs c'est pas le cas, mais c'était le jeu. Je savais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi j'étais parti à 8000 kilomètres, je savais pourquoi je rentrais pas le week-end forcément, je savais pourquoi parfois j'étais seul dans tout l'internat de Bordeaux. C'était pas grave quoi. Après, il est arrivé d'être en compète et de tomber sur des gens, sur des racistes, hein, mais encore une fois c'est une question de société. Donc ensuite puis, c'était en plus la période où j'ai su que en fait j'étais homo, donc ça aussi c'est pas simple. Et puis les gens ont parfois des comportements changeants le jour où ils comprennent que vous êtes homo, comme si parce que vous êtes une femme, je vais vous sauter dessus. C'est un débile, mais bon, c'est après l'humain et ses peurs, c'est assez drôle parfois. Donc ouais, à un moment donné, quand vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément du bien, ou que parfois ils veulent prendre votre place parce que vous les dérangez, vous êtes obligé à un moment donné d'éviter ces gens-là. Vous êtes obligé de ne pas tenir compte d'eux, parce que sinon, non seulement ils vont vous ralentir dans votre projet, en plus ils vont peut-être même vous éloigner de votre objectif final. Et il n'y a pas le choix en fait. Et puis vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là. Enfin moi quand je suis parti, c'est très clair. Je suis parti pour une médaille olympique. Alors, je sais que mes parents se sont sacrifiés. Il y a des choses que ma famille a fait pour que j'en arrive là aujourd'hui, et ça je peux pas l'oublier. Donc perdre du temps avec des gens qui peuvent me traiter de sale noire, sale lesbienne, enfin c'est un peu débile. Oui, je suis noire, je suis lesbienne, et sale non, je me douche tous les jours, c'est complètement débile. J'ai pas le temps à perdre avec ces conneries. Donc à un moment donné on n'a pas le choix. C'est juste ça, et puis c'est pas grave, ce sont ces gens qui perdent leur temps et leur énergie au final. Effectivement, comme tu dis, perdre leur temps et leur énergie. Ça m'amène à te poser une question. Comment faire pour y croire quand personne n'y croit? Ça n'a pas de grande importance que d'autres n'y croient pas en fait. Ce qui est important, moi dans un projet, encore une fois, ce sont des choses que je sors que j'ai appris du sport et que je pose du coup dans ma vie active professionnelle. Mais concrètement, quand vous avez un objectif et qui est grand, comme à 16 ans, vous vous dites je veux faire les Jeux et je veux revenir avec une médaille olympique en Guadeloupe. Moi, j'appelle ça un objectif grand, surtout à 16 ans. En fait, quand vous en parlez, ou d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'en parler, effectivement, les gens peuvent en rire. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez votre objectif. Moi, j'avais mon objectif. Je savais où j'allais, donc je savais ce qu'il fallait que je fasse donc il fallait que je travaille. Et surtout, le plus important, je croyais en cet objectif-là. Donc que d'autres y croient ou pas, j'en avais rien à faire. Et puis par-dessus tout, j'étais bien entouré, parce que pour moi c'est encore aussi, ça fait partie de la clé. Avoir un objectif en 1, y croire en 2, et en 3, être super bien entouré quoi. Moi j'avais ma famille, c'est encore le cas, hein, mais en tout cas sur ce premier projet rêve qui est assez important, j'avais ma famille et mes amis. Et c'était ça le plus important. Donc bien sûr, je suis tombé sur des gens qui n'ont pas cru en ce projet-là ou en d'autres projets. Et puis surtout à 16 ans dire je veux être médaille olympique, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui rigolent, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous soyez en paix et en phase avec ce que vous vouliez. Donc ça veut dire aussi bosser pour y arriver quoi. Mais ça vaut le coup. Bon, en tout cas, je vois que quoi qu'il arrive, tu restes toujours positive. Quels sont tes conseils que tu pourrais nous donner pour être toujours positif au quotidien, malgré les difficultés? Je veux pas dire que je suis extrêmement fier de dire que je suis positif au quotidien.
et que j'ai pas l'impression de mentir. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai des objectifs. J'ai eu des objectifs sportifs. Maintenant, j'ai des objectifs professionnels. J'essaie de m'y tenir. Et puis surtout, en fait, moi, tout ce que j'ai fait, qui a été important ou impactant en tout cas dans ma vie, hormis c'est peut-être deux, trois dernières années où je dirais que ce qui me marchait en fait, c'est qu'il y ait du sens. Et comme il y a du sens, en fait, il y a de la joie. Et comme il y a de la joie, voilà, on arrive quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous fait kiffer, qui nous fait nous lever le matin. En fait, on est bien, quoi. On est bien et il y a de la joie, il y a du bonheur. Après, il y a des jours où on n'a pas envie, mais il faut quand même y aller. Je ne dirais pas que je suis positive au quotidien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le plus important, c'est d'avoir un projet qui ait du sens pour soi. Voilà. En tout cas, si t'es pas positive au quotidien, en tout cas, tu restes motivé au quotidien. Ouais. Est-ce que tu te fixes des défis quotidiennement? Non, je pense que pareil, je pense que ça vient du sport aussi. Voilà, il y a une Olympiade, c'est dans 4 ans, ok. Donc dans 4 ans, je suis là. Dans 3 ans, il y a ça. Il y a 2 ans, il y a ça. L'année prochaine, il y a ça. Dans 3 mois, dans 6 mois, il y a ça. Dans 3 mois, tu vois, je pars en grande phase. Et ensuite, tu vois, sur mes objectifs, là, j'ai un truc en juillet, un gros truc en septembre, enfin, des produits que je vais sortir, des services ou des trucs du genre. Et en fait, je me fais mes objectifs sur l'année. Après, je fais mes objectifs à la semaine, en fait, plutôt qu'à la journée. Je n'ai pas de challenge particulier. Voilà, j'ai des grosses dates. J'ai un planning, un truc visuel. J'ai des grosses dates. Et je sais voilà le temps qu'il me faut pour ces objectifs-là. Je sais comment y aller. Je sais que ça va être challengeant. Je sais que voilà, je vais peut-être un peu moins dormir alors que je sais que c'est important de se reposer. Par contre, pour moi, maintenant que je suis à mon compte, l'équilibre. Ah ouais, travailler jusqu'à 23h minuit, c'est fini. Essayer de pas bosser le week-end, ça c'est super important. Donc, ouais, m'éclater. Ouais, tout ça, quoi. Bon, en gros, t'es en train de nous dire qu'il faut avoir un plan pour réussir. Pour moi, il faut un plan pour tout. Mais encore une fois, mais je sais pas si c'est un défaut, mais le sport, c'est comme ça que, en fait, quand vous êtes sportif pro et que vous êtes dans un sport olympique, votre carrière sportive est rythmée tous les 4 ans par une Olympiade. Donc à partir de là, voilà, vous avez 4 ans pour être médaillé ou pas médaillé. Vous avez ensuite 1 an pour être championne du monde, championne d'Europe, championne de France. Vous avez 30 jours pour être vainqueur de la Coupe du Monde. Et pour ça, il faut bosser tous les jours. Donc pour moi, c'est cette façon de faire avec des plans à grands horizons, moyens et court terme. Je les transpose toujours comme ça dans ma vie professionnelle, mais parce que j'ai appris comme ça avec le sport et que j'ai fait quand même plus de 20 ans en équipe de France. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai quand même passé plus de temps à faire du sport, parce que plus de 25 ans, plus de temps à faire du sport que travailler sur le plan professionnel. Donc c'est aussi mes repères habituels, quoi. Dans tous ces moments sportifs et maintenant aussi professionnels, est-ce que ça t'arrive de connaître de la pression ou du stress? Ah ouais, totalement. Par exemple, dans mon ancienne boîte où je bossais avec l'AS Monaco ou Roland Garros, le dernier gros sujet que j'avais, le dernier Roland Garros en octobre. Ouais, il y a beaucoup de pression, c'est challengeant. En plus, c'est la data science, c'est des milieux où il n'y a pas tant de femmes que ça non plus. Enfin, il y en a, mais pas. Enfin, il y en a, oui. Il y en a un peu moins, ce que je veux dire. Et puis, ce sont des clients exigeants. On a besoin d'être le plus efficace possible. Je sais qu'une période, moi, je l'étais pas, très clairement. Oui, ça demande de l'exigence tout le temps. Mais ce qui est bien, c'est que le sport vous apprend ça aussi. Parce que vous pouvez pas être médaillé olympique si vous vous entraînez une fois de temps en temps. Si au moment d'aller vous entraîner, vous dites j'ai pas envie et que vous mettez sous la couette et pour regarder une série, vous faites du Netflix à fond toute la journée, ça marche pas. Ça marche pas si vous vous dites j'ai pas envie, j'y vais pas, ou je suis un peu grippé donc j'y vais pas. Si vous ne faites jamais l'effort de dépasser vos limites naturelles ou de sortir un peu de votre cadre, ça peut juste ne pas fonctionner. Donc tout ça, c'est une forme d'exigence et même de respect de votre projet et du respect des autres aussi, parce que les autres s'investissent pour votre projet, pour la réussite de votre projet. Votre kiné, votre je sais pas, ou votre manager par exemple, si vous êtes dans une boîte. Et aussi quand je parle de respect des autres, là l'escrime c'est un sport de combat. On a besoin des autres
pour avancer, pour grandir, pour réussir. Et du coup, ne pas y aller ou ne pas s'entraîner sérieusement, c'est aussi un manque de respect pour eux, quoi. Donc c'est pas, il faut de l'exigence. C'est inévitable, quel que soit le projet. Mais par contre, il faut aussi vraiment prendre le temps de souffler. Ce que je faisais beaucoup moins ces dernières années au point de vue pénal. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Rien lâcher. En fait, je pense que ne rien lâcher, j'en sais rien. Je crois que des fois, on n'en peut plus, on est fatigué physiquement, psychologiquement, donc il peut nous arriver de craquer. Par contre, encore une fois, que tu sois blessé, enfin que tu sois malade parce que tu as mangé quelque chose de pas très bon pour toi la veille, que tu sois pas en forme, que tu sois j'en sais rien, pas en forme physiquement ou mentalement. Pour moi, je pense que c'est quand même plus important d'y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que si tu perds un match d'escrime 15-3, mais que tu t'es battu à fond, 15-3, c'est quand même deux souches, c'est sûr, tu t'es fait ramasser. Mais ça fait partie du jeu, en fait, parce que malgré tout, tu t'es battu et ce jour-là, t'as vraiment pas été bon ou bonne, et tu es tombé sur toi, sur cette n'importe quoi. Par contre, si tu perds un match 15-3 ou 15-14, ou même que tu gagnes un match sans être donné à fond, c'est un peu triste, sans rien lâcher. Donc c'est plutôt côté défaite, je dirais ouais, c'est pas terrible parce qu'en fait tu vas rien apprendre, quoi. Tu vas rien apprendre, tu vas pas grandir, tu serais pas fait mal physiquement ni mentalement, et du coup tu serais peut-être en mesure de reproduire ce problème-là. Et le jour où tu seras dans ta compétition de prédilection, en fait, ton gros challenge, que ce soit les Jeux, ou les mondes, ou les Europes, ou peut-être les championnats de France, ou je sais pas, ou championnat départemental d'Île-de-France, on sait rien, quel que soit le niveau, en fait. Le jour où tu seras face à toi, ce jour-là, tu risques de te faire mal. Et ça va pas être physiquement, de mentalement, parce que comme tu n'auras pas bossé avant, finalement, tu auras lâché l'affaire à des moments où il fallait pas le faire. Tu risques d'être vautré, en fait. Ça, je trouve un peu dommage. Tout à l'heure, tu nous disais que tu aimais bien transférer ce que tu avais appris auprès de la jeunesse. Si tu devais donner des conseils à la jeunesse qui va écouter ce podcast, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour moi, il y a des choses essentielles, donc je partirai sur l'essentiel, c'est-à-dire que si vous avez un projet, ce qui est important, c'est que vous y croyez. Que votre prof n'y croit pas, ce qui était mon cas, par exemple, mon prof de sport, ma prof de sport qui m'a dit mais toi, tu vas faire ça? Non, mais n'importe quoi. Mais et tu vois, là j'ai 40 ans. C'était au collège et j'ai pas oublié en fait cette phrase. C'est marrant, mais toutes les personnes en fait, elles font des projections, elles s'imaginent des choses pour vous, bloquer ou s'arrêter parce que des gens ont choisi des réponses ou des solutions pour vous. Vous avez envie de faire votre truc. Il faut y croire personnellement et puis vous lancer, en fait. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Avoir un projet, y croire, quel que soit ce que les gens en pensent, et que si les gens n'y croient pas, arrêtez de peut-être d'échanger avec ces personnes-là sur ce sujet-là parce qu'ils vont vous ralentir, en fait. Et le deuxième truc, c'est vraiment, il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. Il y a la famille, c'est important. Les amis aussi, mais il faut bien s'entourer. Il y a un moment donné, en fait, quand on arrive à un niveau important, on va forcément déranger les gens, en fait. Quand on est en compète, on est des centaines. Quand on est en pôle espoir, pôle France senior, etc., on est une dizaine ou vingtaine, enfin quinzaine. Et quand on est en équipe de France, on est peut-être un groupe de 6, 8 max. Quand on est au jeu ou au monde, on est 4. Donc, très clairement, vos copains vont aussi devenir vos coéquipiers, mais aussi vos adversaires. Et malheureusement, dans le sport comme dans la société, on n'a pas tous un comportement très propre ou très sympa. Donc, à certains moments, parfois les gens sont vieux. Donc, ayez un objectif. Il faut vous croyez en votre objectif. Entourez-vous bien parce que c'est à tout moment on peut tomber sur des gens. Enfin, ça peut déraper, on ne sait pas. Puis pour moi c'est la base, quoi. Faites-vous confiance. Ouais, c'est important. Faut s'écouter intérieurement. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils suivront tes bons conseils.
Pour terminer ce podcast, si tu devais nous donner une citation qui t'inspire et qui te guide chaque jour. Alors, qui me guide chaque jour, j'en sais rien. Je suis pas très citation. Enfin, il y en a quelques-unes qui me parlent, etc. Mais il y en aurait tellement dans ce cas-là que ce serait compliqué. Mais ce qui est important aujourd'hui pour moi, et ça, je l'entends vraiment de plus en plus, parce que je retouche à nouveau à cette sensation de plénitude et de bonheur quotidien. Et c'est vraiment très bon. Mais c'est voilà. Pareil, tu vois, finalement, j'ai plusieurs objectifs parce que j'ai plusieurs projets en ce moment, mais il y a du sens en fait dans ce que je fais. Voilà. Donc essayez de trouver votre sens, votre ouais, donc ce qui vous anime en fait, votre why comme on dit assez souvent, et vous verrez la vie sera smooth, quoi. Tout sera tout simple, les choses sont évidentes, les projets sont évidents, et même les personnes que vous fréquentez aussi, pour lesquelles ça sera vraiment évident pour le. Donc je suis désolé, mais là côté citation, je peux pas. Ouais, je bosse pour tous, mais ouais, essayez de trouver votre sens pour vous éclater dans la vie, c'est super important. Et la deuxième chose, parce que pour moi c'est quand même super important, c'est n'oubliez pas de redonner, de partager avec les autres. Ah bah elle est là la citation. Donc elle est là. Ça sera la tienne. Oh, Donc, bon, merci beaucoup Sarah pour cette interview et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes projets à venir sur le plan professionnel. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour ton podcast, c'est vraiment cool. C'est bien de pouvoir en parler et de, je dirais pas de dédramatiser, mais de rendre le sujet, je dirais pas anodin, mais tu vois, commun. Voilà. Parce que c'est important pour nous, c'est important pour les prochaines générations, c'est important pour les sportifs, c'est important pour les entrepreneurs, c'est important pour tous. Ça a du sens. C'est important. Merci. Super. Merci pour tes encouragements. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.